d'économie financière, initié par l'Institut d'études de Tunis, qui ont été interrompus par des vacances et un confinement un peu prolongé. Cette première visioconférence, celle du mercredi 3 mars d'aujourd'hui avec M. Bilal Sahnoun, directeur de la Bourse, que nous voulons saluer, et au nom de l'Institut d'études de Tunis, remercier encore une fois d'avoir accepté de souscrire à cette visioconférence. Les rencontres virtuelles que nous initions avec les dirigeants d'entreprise, avec les partenaires de la Tunisie, portent sur de nouveaux sujets, de la relance économique à la protection sanitaire. Une chose est sûre, c'est que l'Institut d'études de Tunis, via le Forum d'économie financière et les laboratoires de recherche afférents, travaille pour que les résidents de tout le pays puissent traverser cette crise. Nous avons discuté avec bon nombre d'experts universitaires, dirigeants d'entreprises, chercheurs. Tous ont mis l'accent sur la sortie de crise. 3 points sont prioritaires. C'est la synthèse de toutes nos discussions. 3 points sont prioritaires aujourd'hui, tels que préconisés par les experts tunisiens et internationaux d'ailleurs. Le premier point, c'est la maîtrise de l'hémorragie des finances publiques à travers l'amélioration des ressources de l'État. Le deuxième point, la réforme du secteur public en exécutant les programmes relatifs des réformes administratives. Et troisième point, qui est d'ailleurs la conséquence des 2 points précédents, retrouver la confiance des investisseurs, aussi bien en bourse que sur le marché réel, parce que c'est les investisseurs qui investissent, qui produisent, qui emploient. À un autre niveau, la bourse des valeurs mobilières de Tunis, c'est le poumon droit de l'économie. Aujourd'hui, ce poumon droit de l'économie, il est apathique. Bilal, encore une fois, merci d'être parmi nous pour que vous puissiez nous éclairer sur un bilan de la conjoncture boursière. À votre avis, quelle est votre appréciation de la conjoncture boursière à l'heure d'aujourd'hui? Bilal, c'est à vous. Merci beaucoup, Sitar. Merci à l'IHET pour cette invitation. Avant de parler de la situation actuelle, peut-être un petit mot sur comment on a clôturé l'exercice 2020. 2020 a été clôturé sur une baisse de l'indice de moins 3,33%. Et malheureusement, cette baisse-là s'est poursuivie depuis le début de l'année. Et à aujourd'hui, l'indice a continué à baisser. Nous enregistrons en 2021 encore une baisse de moins de 3%. Cette
notre lecture de cette baisse-là, elle est essentiellement due à la crise politique, bien entendu, à la crise sanitaire et l'inconnu sur la sortie de la crise sanitaire, sur le traitement vaccinal, sur les échéances à venir et par conséquent l'impact sur l'éventuelle date de relance ou de reprise qui a du mal à se dessiner devant nous. Et en parallèle, on est en train d'écouter tous les jours que des entreprises sont en train de péricliter, que le taux de pauvreté est en train d'augmenter et qu'il n'y a pas encore d'indicateurs positifs qui s'affichent en face pour anticiper une reprise et une amélioration de la situation économique au sens large et de la bourse en particulier. Depuis le début de l'année, deux grands secteurs d'activité ont subi des baisses importantes. La baisse la plus importante a concerné tout ce qui concerne la distribution et les services aux consommateurs. La baisse depuis le début de l'année a été de moins 11%. Et cette baisse-là peut s'expliquer aussi également par le pouvoir d'achat qui s'érode et un accès à un certain nombre de services et de biens tels que l'achat d'automobiles ou autres qui ne sont plus à la portée du Tunisien moyen. Le deuxième secteur qui a aussi souffert depuis le début de l'année, c'est tout ce qui est en rapport avec les services financiers, plus particulièrement les banques et les assurances, qui représentent la moitié de notre capitalisation boursière et qui enregistrent une baisse de 5% depuis le début de l'année. Donc, les deux ensemble, les moins 11% de la distribution et des services aux consommateurs et les moins 5% des services financiers, font globalement que l'indice boursier, l'indice phare, le Thune Index, baisse de 3% depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que le pays trouve rapidement une solution à cela et qu'on commence à esquisser des portes de sortie pour que l'investisseur retrouve confiance dans notre marché et pour qu'il y ait une reprise de notre indice. L'année dernière, si on a terminé à moins de 3,33%, on était relativement meilleur que plusieurs places comparables. On a fini, on peut dire, presque en beauté. Cette année, l'ensemble des places auxquelles nous nous comparons sont dans un territoire positif. La nôtre ne l'est pas encore. Et malheureusement, nous attendons et nous attendons toujours à ce qu'il y ait des signaux forts pour que l'investisseur retrouve la confiance et qu'il y ait un redressement du niveau de notre indice. Le graphique qui a été que nous voyons aujourd'hui correspond d'ailleurs. On voit que la bourse, l'indice, le Thune Index, dans sa première partie à gauche, est en train de remonter malgré la pandémie. Ensuite, il y a un plateau et on voit que le Thune Index a baissé, a régressé jusqu'à la semaine dernière, et ça correspond d'ailleurs à la fameuse crise politique que tout le monde connaît. Donc ça confirme d'ailleurs ce que vous venez que tout le monde sait et que c'est ce qui a été préconisé par les analystes boursiers de la place. Merci beaucoup. Mais finalement, comment expliquer
Sibylle, et je me fais l'avocat de nos membres du groupe, comment expliquer cette volatilité? Il y a des secteurs qui grimpent d'une manière dissolue. Quelques jours après, ils plongent. Cette volatilité ici, à votre avis, comment vous l'expliquez? La volatilité, elle est le fruit de plusieurs facteurs. Un premier facteur, c'est le comportement général du secteur. Un deuxième facteur, ça peut être un événement typique lié à une entreprise. Le troisième facteur, c'est l'annonce d'une mesure ou d'une action qui est engagée ou qui est à l'étude et qui font qu'il y a des mouvements d'anticipation, des fois démesurés par rapport à l'annonce d'une action et qui subissent par la suite de fortes corrections pour ramener les choses à leur niveau normal. Donc, c'est une volatilité qui n'est pas due, franchement, à des analyses fondamentales liées à la qualité intrinsèque des entreprises. C'est une volatilité qui est due soit à des faits politiques conjoncturels exogènes ou à des annonces ou des actions qui sont menées par certaines entreprises qui peuvent aboutir ou pas. Donc, si elles aboutissent, la tendance, par exemple, haussière, si c'est une bonne action, elle va continuer. Si ça s'arrête, bah, c'est un retour, c'est la sanction immédiate et c'est une correction qui peut être dure, lourde et rapide dans le temps pour redonner à l'action la valeur qu'elle avait ou qu'elle devrait avoir. Mais dans tous les cas de figure, ces mouvements de volatilité brutaux ou importants ne sont nullement justifiés par des changements radicaux dans les fondamentaux de l'entreprise. C'est le comportement, l'anticipation ou la surévaluation ou la sous-évaluation d'un fait non récurrent qui peut avoir lieu et qui peut être annoncé. Merci beaucoup, Sibylle. La bourse a publié les revenus des sociétés cotées en bourse à la date du 31 décembre 2021. Comparativement, l'évolution des revenus des sociétés a évolué d'une manière significativement différente à celle de la même période de 2020. Il apparaît que les revenus des sociétés du secteur financier, notamment les banques et les assurances, sont au vert, c'est-à-dire ça a augmenté, alors que bon nombre de sous-secteurs de l'industrie notamment sont dans le rouge. Comment vous expliquez ça? D'abord, en fait, je résume d'une autre manière. Comment expliquer que le revenu des sociétés du secteur réel sont en régression alors que le revenu des banques est en train d'augmenter?
D'abord, comment vous l'expliquez? D'abord, les secteurs de production, les secteurs industriels, on sait tous qu'ils ont été frappés pendant la pandémie et le confinement par une baisse de nombre d'heures de production, par une baisse des flux commerciaux eu égard à ce qui a frappé, tout ce qui a frappé la chaîne logistique, et par et la réorientation aussi des modes de consommation vers des produits de première nécessité. Ceci donc a eu un impact immédiat et direct sur les secteurs productifs. Maintenant, les banques, quand elles, je vais peut-être schématiser ça de façon caricaturale, qu'elles travaillent ou pas, le compteur continue à tourner. Et si le compteur des banques continue à tourner, et si la qualité des risques ne s'est pas dégradée, ou bien s'il y a des mesures d'accompagnement pour que la qualité des risques ne se dégrade pas, ou bien s'il y a d'autres et des ressources récurrentes pour les banques, il est clair que l'impact sur le secteur financier il va être moindre. Maintenant, la question qui se pose, la question la plus importante, est-ce que le risque réel causé par la pandémie sur la qualité du fonds de commerce des banques, est-ce qu'il est aujourd'hui mesuré pleinement ou pas encore? La question, elle est de savoir, est-ce que la société qui a connu des difficultés en 2020, est-ce que la banque s'est rendue compte de ces difficultés immédiatement pour les refléter dans la notation de ces risques, ou bien elle ne va s'en rendre compte qu'en 2021? Donc la question aujourd'hui est de savoir quelle va être la facture de la pandémie sur les risques financiers portés par les banques et les assurances une fois qu'on a arrêté le coût global de cette pandémie. Je pense qu'il y a des banques, pas toutes, mais il y a des banques qui l'ont fait, qui ont fait cet exercice-là, qui ont déjà comptabilisé ce risque-là, d'autres qui l'ont estimé, qui l'ont étalé dans le temps, mais l'exercice n'est pas du tout facile. Et c'est un exercice, je pense que la réalité des choses se fera savoir au fur et à mesure qu'on avance. Et plus on retarde à relancer l'économie, à mon sens, plus la facture, le coût du risque va être plus important et ça aura un impact sur les bilans des banques et sur la situation de la rentabilité, sur le niveau des provisions et sur leur capacité à satisfaire leurs investisseurs. Merci beaucoup. Sybille, nous allons passer à la deuxième partie de cette visioconférence. Allô? Oui, n'est-ce pas? Bien. Oui. Nous aimerions que vous nous parliez du contour du futur de la bourse de Tunis. Quels sont les préalables et quelles sont les pistes à explorer? Ce que je voudrais qu'on puisse présenter, l'État tunisien est condamné, nous sommes condamnés, les Tunisiens doivent le comprendre, condamnés à redéployer le secteur public. Il faut que les Tunisiens comprennent que l'État ne va pas se débarrasser des entreprises publiques, il va se dégager tout en étant le patron. Donc, il va y avoir un redéploiement vers le privé
via des cessions d'actions détenues par l'État et des caisses aussi, des assurances publiques, au profit des porteurs privés. Et logiquement, partout, logiquement, c'est via la bourse, parce que c'est la bourse, c'est le garant de la transparence des transactions. Je ne sais pas si je me trompe ou... Donc, est-ce qu'on peut envisager des privatisations partielles, je dis bien partielles, notamment de Tunisair, par exemple, 30% de... C'est rien du tout. L'État peut encore vendre une partie de 40 ou 50% de plus, et il garde le reste. D'autres entreprises, à l'instar de Tunisair, via la bourse. Est-ce que le marché boursier aujourd'hui est capable d'absorber ce flux de titres de transactions? Bien, je vais. Il y a plusieurs questions en une seule. Je vais commencer par les entreprises publiques. D'abord, les entreprises publiques, elles ont des mots spécifiques à chacune d'elles. Donc, comme disent tout le monde, il faut que ce soit traité du cas par cas, mais ils ont un dénominateur commun qui est valable à l'ensemble des entreprises, à savoir la gouvernance, la transparence, la productivité ou la performance ou l'efficience des outils et des moyens mis à leur disposition. Et je pense qu'à toutes ces problématiques-là, la bourse doit aussi apporter la solution. Aujourd'hui, toute société cotée, comme on le sait, elle est soumise à un niveau de diffusion, de divulgation de l'information avec des délais relativement courts. On a des indicateurs trimestriels, donc 4 fois par an. On a les états financiers au 30 juin, les états financiers au 31/12. Et tout ça, c'est des moyens de communication et de mettre la pression sur la gouvernance pour qu'il soit les plus transparent possible. La deuxième chose, c'est que c'est le passage, ce que vous appelez, vous, la privatisation partielle ou l'ouverture du capital via la bourse, c'est un moyen aussi de transparence de la transaction. Donc, c'est un appel public à l'épargne et l'évaluation, le mode d'évaluation, la valorisation et le prix transactionnel, c'est du réel et c'est public. Donc, c'est des transactions très transparentes. Le problème qui reste à gérer, c'est la relation entre ces entreprises publiques avec leur tutelle. Et aujourd'hui, nous avons l'impression d'avoir des entreprises à deux têtes, c'est bicéphale, un management qui gère un peu le quotidien et une tutelle qui s'immisce un peu dans cette gestion-là et qui réduit toutes les capacités de l'entreprise à être performante, réactive et réduit la capacité du management de ces entreprises-là à prendre les décisions qu'il faut justement quand il faut et non pas beaucoup plus tard, des fois quand la décision est prise lorsqu'elle n'a plus le même impact et elle est prise lorsque ça devient trop tard. Donc je pense que oui, et ça doit être ça, la bourse est un lieu
pour que ces entreprises-là changent fondamentalement de leur façon d'être gouvernées et de lecture de leur performance, mais à condition qu'on ait un management, comme on le voit dans le secteur privé, un management, certes, il doit rendre compte, il est contrôlé par l'actionnaire majoritaire qui est l'État, mais en dehors de ça, il faut que ce management soit libéré pour qu'il gère l'entreprise comme au même titre que les entreprises gérées dans le secteur privé. L'exemple de réussite qu'on peut citer aujourd'hui, c'est la gestion des banques publiques. Les banques publiques d'aujourd'hui ont presque le même type de management que les banques privées. Et aujourd'hui, la bourse ne fait pas de distinction entre les banques publiques et les banques privées. Il n'y a aucune raison pour que les autres entreprises ne soient pas gérées de la même façon, avec un contrat sur objectif, en fait, avec le management et un suivi de ces entreprises-là. À la question, est-ce que la bourse est capable de mobiliser les fonds pour les accueillir? La réponse est oui, parce que pour au moins 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'il y a toujours des catégories d'investisseurs qui ne viennent pas parce qu'il n'y a pas une catégorie de titres qui est offerte, parce qu'il n'y a pas une profondeur, il n'y a pas la taille. Donc, si on apporte cette taille-là et cette diversité de titres, le grade de la bourse et le rating international de la bourse va augmenter, il va passer de frontier market vers emerging market, et l'expérience a montré de par le monde que le passage de frontier market vers emerging market, on peut multiplier par 8 fois les fonds d'investissement qui s'intéressent à ce marché-là, les fonds d'investissement étrangers. Et je pense donc que c'est à partir du moment où on ramène ces grosses capitalisations, derrière, il y a un intérêt qui va être suscité et on va être affiché dans les radars des grands investisseurs internationaux, et ça peut ramener beaucoup d'investisseurs étrangers qui vont, par la même occasion, améliorer nos recettes en devises et nos recettes stables en devises, parce que les investisseurs étrangers, lorsqu'ils rentrent dans un marché avec un portefeuille d'actions diversifié, ils ne rentrent pas pour une courte période, bien au contraire, très souvent c'est pour plusieurs années, voire des dizaines d'années, qu'ils s'y installent. Ça, c'est côté. Pardon, allez-y. Oui. Ça, c'est pour ce que peut faire la bourse dans cette situation pour les entreprises publiques. Donc, à la fin, la bourse peut être aussi une solution pour l'État, pour lever des fonds. D'abord, en se désengageant d'une partie de la participation, mais aussi en allégeant la contribution du budget pour ces entreprises-là. On va donner de l'autonomie financière à ces entreprises pour aller directement sur le marché financier, lever des fonds pour leurs propres besoins, sans recourir au budget de l'État. Le dernier point sur la contribution de la bourse, comment elle peut contribuer dans ce marasme, et vous avez cité le niveau des budgets et l'hémorragie des finances publiques. Malheureusement, aujourd'hui, ça c'est un fait. Aujourd'hui, on a un État budgétivore et il s'est installé dans la durée, à moins qu'il y ait des mesures audacieuses draconiennes pour réduire les budgets de l'État. Mais en tout cas, on a un niveau de budget qui est disproportionné par rapport à la richesse produite. Et du coup, on a des besoins de levée de fonds d'endettement annoncé, mais dont la sortie sur le marché international, et surtout suite à la dégradation à B3 de la note de la Tunisie, fait que le recours aux marchés internationaux va être de plus en plus difficile et au moins coûteuse, très coûteuse, avec des échéances relativement courtes. Donc, là aussi, je pense qu'il y a la possibilité pour l'État
de sortir sur le marché intérieur avec des émissions d'emprunts nationaux. Aujourd'hui, comme vous le savez, la limitation depuis une année presque des placements bancaires à T+1 ont permis de renflouer les caisses des SICAV et des OPCVM. Et je pense qu'il y a un excédent de trésorerie où l'État peut puiser, moyennant des sorties, par des emprunts nationaux. Les émissions de BTA n'intéressent pas trop ces OPCVM parce qu'elles sont pénalisées par l'application de la courbe de taux et l'impact que ça peut avoir sur leur valeur liquidative. Donc là aussi, c'est un appel que je lance de profiter de cette situation d'excédent de trésorerie auprès des OPCVM et des SICAV pour que l'État puisse émettre du papier et puiser là-dedans. Je pense que c'est une bonne opportunité à saisir. Merci beaucoup. À votre avis, quels sont les préalables d'une piste via la bourse pour doper la bourse d'une part et les recettes fiscales des ressources de l'État via des privatisations tuniso-tunisiennes? Quels sont les préalables? Oui, les préalables, il y a deux façons de faire. La première, c'est d'avoir des entreprises saines qui remplissent les conditions d'accès sur le marché principal, qui sont rentables. Et là le principe, il est relativement facile. C'est comme une introduction en bourse d'une entreprise privée. Donc, il n'y a pas beaucoup de préalables là-dedans. La deuxième, qui est la plus difficile, c'est la restructuration d'une entreprise via la bourse. Et là, l'entreprise elle-même, dans sa situation actuelle, ne serait pas éligible à une introduction en bourse. Mais nous avons un marché alternatif qui permet de le faire. Et ce marché alternatif, pourquoi il permet de le faire? D'abord parce que les conditions d'accès ne sont pas aussi draconiennes et aussi importantes que le marché principal. La condition d'être rentable et d'avoir distribué des dividendes et un niveau de capital, etc., on ne l'a pas. Donc, on peut utiliser ce marché alternatif de ramener des investisseurs institutionnels ou avertis, comme le texte l'a prévu, pour les restructurer, les préparer, améliorer leur gouvernance et, dans une deuxième étape, faire passer ces entreprises-là, lorsqu'elles le mériteront, les faire passer au marché principal avec l'ouverture du capital ou la possibilité d'accès du grand public au capital. Donc, le marché alternatif, tel qu'il a été reconfiguré en 2019, et malheureusement, on attend encore un arrêté ministériel pour définir exactement les modalités de son introduction, tel qu'il a été reconfiguré, permettrait, avec des institutionnels, des banques, des assurances, la CDC, etc., de restructurer, de sauver ces entreprises-là pour les préparer pour le marché principal plus tard. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une refonte un peu des modalités à travers la modification du compte capital? C'est-à-dire que un peu plus de souplesse dans la politique de change via la bourse pour attirer les investissements directs étrangers en portefeuille? Je pense que la politique de change aujourd'hui n'est pas un grand frein pour les investisseurs directs étrangers en portefeuille. Je pense que le processus est bien huilé et les gens sont habitués avec des fiches d'investissement, avec un flux très clair, relativement
fluide dans les deux sens. La question peut se poser, où est-ce qu'on peut améliorer ça? Et pour améliorer ça, il y aurait, à mon avis, deux ou trois pistes, toujours sur la réglementation de change, qui permettraient d'améliorer ça. La première, c'est la réduction des délais de change. Aujourd'hui, le délai de change en Tunisie, il est de 48 heures, entre le moment où les devises arrivent et au moment où les dinars sont disponibles. Et si on arrive aujourd'hui à l'ère de l'Internet, des blockchains et des plateformes sécurisées et du real-time pour l'ensemble des banques, je pense que nous pourrions, c'est la Banque centrale qui le sait certainement bien mieux que moi, mais si on passe à 24 heures au lieu de 48 heures, ça peut améliorer énormément les choses et ça va attirer davantage les investisseurs. Le passage de 48 heures à 24 heures nous permettrait, nous, de réduire les délais de règlement de livraison des titres de 3 jours à 2 jours. Donc, vous imaginez, celui qui, aujourd'hui, qui fait une transaction, il ne va pas attendre 3 jours pour avoir les titres, il va avoir uniquement 2 jours et on devient par. Oui. Merci. Est-ce que vous ne pensez pas que mais aussi probablement les pays. Pardon? Est-ce que vous ne pensez pas que l'amélioration du climat politique, social serait profitable pour une reprise de l'économie financière en Tunisie? سامحني ستار تعودي la question. Bon, on sait très bien qu'il y a une crise politique actuelle. Mais si demain, il y a il y a plus de crise politique, c'est-à-dire qu'une amélioration du climat des affaires, le climat de l'investissement, une stabilité politique, une stabilité sociale, que la bourse puisse bénéficier de ce climat pour avoir une reprise du financement de l'activité économique. Non? Oui, oui, la reprise, le climat politique et l'apaisement de ces tensions, de ces tensions politiques et la relance, la mise en place de quelques réformes. À titre, on parle ces derniers temps, par exemple, de la suppression de certaines autorisations. Ça va améliorer le climat des affaires. Donc, s'il y a d'abord une stabilisation ou une amélioration de la situation politique, et deuxièmement, un début d'indicateurs en faveur de la relance économique et en faveur du climat des investissements, je suis sûr et certain que ça va qu'on peut repartir très très vite. Aujourd'hui, les partenaires de la Tunisie nous observent, ils nous attendent et je pense qu'ils ont tout intérêt, ils veulent continuer à coopérer avec la Tunisie. La balle est dans notre camp, il faut qu'on soit les premiers à montrer des signaux, à montrer notre prédisposition. Si aujourd'hui le climat des investissements est ce qu'il est, c'est aussi parce que nos investisseurs locaux ne se sont pas encore mis à investir. Et si les investisseurs
n'investisse pas. Donc, il donne un signal d'absence de confiance pour l'ensemble du monde. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu une réticence à ce que les investisseurs et les amis de la Tunisie se remettent à travailler avec nous. Donc, s'il y a une action à faire aujourd'hui, c'est stabiliser et retrouver un climat politique sain, puis écouter nos investisseurs locaux et leur offrir un environnement et un climat d'affaires plus facilitant et et qu'on arrête aussi à les pointer du doigt des fois bêtement pour et qu'on finit par les faire fuir. Donc là, la confiance on doit commencer à retrouver la confiance de l'investisseur local. L'investisseur étranger suivra. Merci beaucoup, Sybille. Il y a un point qui est très important, mais nous reviendrons là-dessus à une autre visioconférence. C'est l'investissement direct en portefeuille étranger. Et quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes, notamment fiscales et de change, pour voir un peu comment on peut envisager un apport d'oxygène de ce type. Merci beaucoup, Sybille, et à très bientôt. Merci beaucoup. Aïcha Sidi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Sama. Merci beaucoup.